Bonjour Céline, Tran, bienvenue sur le podcast, je suis content de te recevoir, Merci, et je suis contente d'être invitée. de participer. Bon, alors, un épisode, on va essayer de faire un épisode un petit peu original aujourd'hui, enfin original par rapport aux thématiques du podcast habituel, même si on le sait, je le répète, on a tendance ici à venir élargir un peu les sujets sur tout ce qui traite autour de la santé, de la compréhension de soi. On va essayer de parler du rapport au corps. Parce que y a pas mal de choses intéressantes à dire. Je pense que tu as beaucoup de réponses à mes questions et à certains questionnements. Les troubles de la sexualité aussi, la performance. Donc c'est un plaisir de te recevoir sur le podcast. Tu m'as été mis en contact par Michael Ilous Mhm. qui t'a entraîné un peu, qui t'a guidé J'ai suivi techniquement. quelques-uns de ces cours, à mon regret, pas suffisamment, parce qu'après j'ai quitté Paris, mais voilà, étant très amatrice du style de l'art martial Pencak Silat, je me suis dirigée vers lui. Et puis on a collaboré sur des vidéos aussi pour ma chaîne YouTube autour de la self-défense. Donc voilà, c'est Ouais. quelqu'un que j'apprécie et que je respecte énormément, parce que Mm. c'est quelqu'un de Eh ben on passe. pointu. Ouais, exactement, pointilleux et vraiment talentueux Mm. et très bon pédagogue. On lui passe le bonjour. Bon, Oui. tu m'as dit que tu avais 1 heure à nous consacrer, donc on va prendre cette heure. Mhm. Récemment, j'avais fait un épisode avec Skarbowski où je disais à la fin un petit peu que j'hésitais toujours à faire des épisodes on va dire, à accepter les 1 heure parce que ici, j'aime bien passer plus de 2 heures. Et puis, des fois, je Mhm. suis un peu obligé de faire des concessions pour avoir certaines personnes, avoir certaines conversations. Donc, c'est le cas aujourd'hui. On va essayer d'en profiter un maximum, de profiter de Mhm. ce moment qu'on a avec toi. Je vais te laisser te présenter simplement, rapidement, pour ceux qui te découvrent ou qui te redécouvrent aujourd'hui. Alors, je m'appelle Céline Tran, je suis coach en développement personnel et j'accompagne essentiellement les personnes qui sont dans des étapes de vie. Donc, ça peut être changement de voie professionnelle, rupture, deuil, c'est assez variable. Mon outil, c'est l'hypnose. Donc, avec l'hypnose, on peut travailler sur plein de plans différents. C'est vrai que ma spécialisation, c'est ça et le rapport au corps et en particulier les troubles de la sexualité. Pourquoi? Parce que j'ai moi-même une expérience autour de la sexualité en tant qu'ancienne travailleuse du sexe, puisque j'étais actrice pendant 13 ans. J'ai arrêté il y a une dizaine d'années. Et si je le mentionne aujourd'hui, c'est pas parce que je me complais dans le passé. D'ailleurs, on en avait parlé avant cette interview. Hein. Je t'avais dit, bon, on parle du présent avant tout. Mais dans le cadre de ma Mhm. présentation, je l'évoque parce que ça a du sens. Tout simplement parce que beaucoup de gens viennent me voir pour cette raison-là, pour ce parcours. Alors il y a ceux qui vont venir par rapport à l'ancienne carrière parce que justement ils n'ont pas envie d'être jugés. Quand on parle de sexualité, on parle de rapport au corps, d'intimité, de trauma, on parle de violence, on parle de beaucoup de peur, d'estime de soi. Donc cette expérience est une richesse. Et puis l'autre élément très important, c'est le changement de vie, justement le fait d'être passé par cette période où j'ai dû entre guillemets me réinventer et lâcher certaines choses. Voilà, c'est une expérience de vie qui fait qu'aujourd'hui, c'est le cœur de mes accompagnements. Et donc je travaille autour du corps aussi en utilisant le massage. Donc je me suis formée en Thaïlande en massage traditionnel thaï, massage bien-être aussi, en yoga que j'enseigne. Et actuellement, je travaille sur une méthode qui mêle hypnose et massage, plus spécifiquement pour les personnes qui ont des troubles de dissociation et qui ont vécu des expériences traumatiques. C'est une Mhm. présentation un peu longue, mais qui permet de, Très bien. voilà, je pense de poser un petit peu les grandes lignes. Et à côté de ça, j'écris Les aussi. bases. Voilà, Ouais. j'écris d'ailleurs un bouquin autour de la performance en collaboration avec un psychiatre qui s'appelle Jérôme Palazzolo et qui sera publié en 2024. Je scénarise aussi en bande dessinée. J'ai encore d'autres projets, mais voilà, le cœur de mon travail, c'est l'accompagnement. Ok. Bon, on pourra y revenir aussi sur cette histoire de performance. J'ai vu sur ton site web, c'est intéressant, tu as fait un TEDx, alors c'était il y a Mhm. quelques années, le jour où je me suis rhabillé. Je pense que c'était intéressant parce que tu parlais un peu de la transition, qu'est-ce qu'on te disait, qu'est-ce qu'on te disait pas, qu'est-ce que tu allais devenir ou quoi. Est-ce que c'est devenu, alors là on fait un saut un peu dans le présent, est-ce que c'est devenu, est-ce que tu as mis du temps à trouver
cette transition ou disons cette suite logique de dire bah tiens maintenant j'ai cette expérience passée, je vais pouvoir essayer d'aider les troubles de la sexualité. J'ai assez de bagages, j'ai assez de les gens viennent directement vers moi. Je veux dire, est-ce que ça s'est fait naturellement, ça a bloqué un peu Non, ça s'est fait naturellement. La demande est arrivée avant même que je sois moi-même pleinement compétente. Et encore, j'ai envie de dire, on n'est jamais suffisamment savant. Donc, je continue de me former d'ailleurs. Mais en tout cas, c'est venu spontanément. C'est-à-dire, même durant mon ancienne carrière, j'avais des personnes qui m'envoyaient des messages pour avoir des conseils, et pas seulement autour de leur sexualité d'ailleurs, autour de leurs relations amoureuses également, ce qui m'a toujours étonnée. Ça pouvait paraître paradoxal. Donc, des demandes d'adultes, d'adolescents, d'hommes, de femmes. Ensuite, j'ai créé un blog. Je me suis mise sur les réseaux sociaux. Cette demande a continué d'affluer, et spontanément, quand j'avais le temps, je donnais des conseils, mais à mon niveau en fait, ce qui était forcément réduit. C'était un peu la bonne copine quelque part. Et au bout d'un moment, je me suis dit bon, il faut que j'acquière des outils. Mais c'était même pas encore dans le but de faire ce travail-là. C'était avant tout parce que j'avais besoin d'apprendre. Et il se trouve que l'hypnose m'a beaucoup aidée dans mon parcours personnel en tant qu'être humain. Et il m'a semblé à un moment donné comme étant une évidence de me former. Donc c'est ce que j'ai fait. Je me suis formée à l'Arche Paris. Je suis formée aussi dans des spécialisations, hypnose et enfance, sport et performance, psychopathologie, voilà, enfin stratégie, pour avoir le maximum de bagages possible. J'ai continué de me former aussi en sexoanalyse. Bon, je vais pas tout citer, mais j'ai continué en tout cas d'accumuler des bagages pour répondre le plus possible aux demandes qui étaient de plus en plus lourdes aussi dans leurs attentes. Au départ, on s'adressait à moi pour des conseils autour des pratiques sexuelles, et puis très vite, je me suis retrouvée face à des personnes qui avaient vécu des violences et qui étaient dans des situations où il fallait être solide. Donc voilà, au départ, j'ai professionnalisé ces conseils, mais d'une manière assez réduite. Et puis du conseil, c'est vraiment devenu un métier d'accompagnement. Voilà. Quand on pense à troubles de la sexualité, on pense à donc deux catégories. C'est les troubles physiques. Donc, oui. Du côté femme, ça va être des douleurs par exemple, ou des problèmes de libido. Du côté des hommes, j'imagine ça va être la même chose. Alors les deux sont liés forcément, mais et aussi les troubles psychologiques. Peut-être via un trauma, via des agressions passées, via j'en sais rien d'autres choses. Qu'est-ce que tu as remarqué? Qu'est-ce que tu avais le plus toi? Qu'est-ce qui revient le plus en termes de troubles? Qu'est-ce qui revient le plus? Ouais. Alors les manifestations pour les hommes vont être souvent des manifestations physiques. Ça va être trouble de l'érection, trouble de l'éjaculation. Donc l'aspect mécanique en fait qui va être un indice et qui va faire que la personne va consulter. Ou alors ça va être j'ai des problèmes dans mon couple. Avec ma femme, on n'arrive plus à s'aligner dans notre sexualité, et dans ce cas-là, ça va être une demande pour le couple, et souvent d'ailleurs pour la compagne. Pour les femmes, il y a aussi cette dimension entre guillemets mécanique, physiologique, donc à savoir des douleurs, des difficultés à la pénétration. On va parler de vaginisme, de dysparonisme si on utilise les termes techniques. Et pour résumer, en fait, derrière tout ça, c'est libido, trouble de la libido. Mais ça va être on va dire la surface. Ça va être la manifestation du problème. Mais dès lors qu'on creuse en amont, bien souvent et tristement d'ailleurs, il y a du trauma. Alors quand je parle de trauma, c'est pas forcément des abus sexuels, quoi qu'il y en a, il y en a énormément. Mais un trauma, ça peut être aussi une expérience. Une première fois où il y a eu un inconfort qui a été marquant, qui a été humiliant. Ça peut être une rupture amoureuse, ça peut être quelque chose qui n'a parfois rien à voir avec la sexualité, mais qui va se reporter dans la sexualité. Ça peut être un deuil, par exemple, ou enfin, en tout cas quelque chose qui émotionnellement a marqué la personne. Donc tout ça, en fait, si tu veux, les émotions dansent avec le corps.
la sexualité va être un langage, une manifestation, mais derrière un trouble, il peut y avoir plein de choses différentes. Et c'est pour ça que j'aime l'hypnose, c'est parce qu'elle permet de remonter à la cause, de remonter à la racine. On peut, comment dire, accompagner le symptôme, mais si on veut vraiment avoir d'efficacité et surtout dans la durée, eh bien, on va essayer de remonter à l'origine. Et l'origine peut être multiple. Ok. J'ai une petite question. Est-ce que, tu vois, je vais faire un parallèle avec un peu cette société de l'image sur Instagram, sur, tu sais, les influenceurs, influenceuses qui se montrent tout le temps sur le meilleur jour. Sur leur jour le plus heureux. On a l'impression que c'est les gens les plus heureux sur la planète, alors qu'en fait, c'est pas du tout le cas. Tu vois, on se rend compte que la société de l'image, c'est souvent les gens qui sont le moins heureux. Est-ce que dans l'industrie du sexe de manière générale, on a l'impression que tous ces troubles-là n'existent pas? Est-ce que c'est vrai, ou est-ce qu'au contraire, dans l'industrie du sexe de manière générale, ceux qui sont là-dedans, il y a plus de troubles de la sexualité, ce qui fait que toi, tu as eu, je sais pas, des témoignages de passé ou quoi que ce soit, qui ont fait que tu t'es rendu compte qu'il y avait vraiment un sujet là-dedans. Oui, c'est une excellente question. En fait, on tend à oublier que les vidéos X restent du spectacle. Ça reste fictif, même si l'acte a réellement lieu, même s'il n'y a pas vraiment d'effets spéciaux comme dans le cinéma mainstream, ça reste une mise en scène destinée à susciter de l'excitation chez le spectateur. Ce n'est pas une mise en scène qui est là pour générer du plaisir. Donc les acteurs et les actrices utilisent leur corps comme outil de travail, ce qui signifie que bien souvent il y a une forme de dissociation. Mon corps est un outil de travail, donc je le mets à disposition en échange d'une rémunération, et à partir de là, le principe c'est d'effectuer une performance, tout comme le fait un cascadeur, un danseur, comme toute personne qui a un métier qui implique son corps. Le problème, c'est que cette dissociation, pour beaucoup de ce que j'ai pu observer, existe souvent avant d'effectuer ce métier. J'ai pas les statistiques, mais il y a, en tout cas d'après différentes études, et puis surtout de ce que j'ai pu observer, il y a énormément de travailleurs, travailleuses du sexe qui ont un passé qui a été marqué par un abus sexuel, par une forme de violence. Donc si tu veux, beaucoup arrivent dans ce métier en ayant déjà quelque part des troubles. Faire ce type de métier va être une réponse à ce trouble, parce que c'est une manière de se réapproprier son corps, en tout cas dans la tête de la personne qui va l'effectuer. Sauf que tu te réappropries pas ton corps, puisque tu ne fais que valider une dissociation et la mettre au service d'une industrie. Donc c'est très complexe. Là, je parle de généralité. Attention, c'est important, parce que je veux surtout pas parler au nom des travailleurs, des travailleuses du sexe. Chacune a son histoire. Je parle de ce que j'observe. J'accompagne d'ailleurs aussi des travailleurs, des travailleuses du sexe qui sont encore dans ce métier, ou qui pour certains souhaitent arrêter. Mais les troubles de la sexualité, bien sûr, concernent tout le monde, puisque les acteurs et les actrices sont des êtres humains. Concernant les hommes, oui, il y a des troubles de l'érection, oui, il y a la peur de la panne. Et à vrai dire, cette peur est tellement forte que malheureusement, beaucoup ont désormais recours à des médicaments tels que Viagra ou Cialis. Et c'est une catastrophe, parce que ces substances sont censées être thérapeutiques, destinées à un profil de personnes particulier. Et donc, consommées régulièrement par des hommes qui sont jeunes et en bonne santé, ça crée une dépendance. Et ça crée ensuite de véritables troubles, à vrai dire. Donc chez les hommes, en tout cas, il y a ça, il y a cette obsession de la performance, d'être à la hauteur. Chez les femmes, il y a la peur de la douleur aussi, faut pas croire. Les actrices porno sont comme toutes les autres femmes, elles sont aussi douées de sensibilité. Maintenant, c'est vrai que plus une personne pratique une activité, et moins elle est sensible. Donc il y a, si tu veux, une forme d'anesthésie en fait qui se crée au niveau du corps par la pratique, et qui fait que c'est comme pour le sport, plus tu pratiques, plus tu es endurant, et
et moins tu vas être, sensible à certains détails. Moi, je compare vraiment ce métier à du sport de haut niveau, pas en termes de valeur, c'est pas le débat, pas en termes de morale non plus, mais sur le plan physique. Le sport de haut niveau, sur le plan compétitif, c'est pas du sport santé. Alors ça peut forcer le respect, C'est vrai, oui, ça oui. peut écœurer, ça peut fasciner. Souvent ça inspire, on se dit oh là là, j'aimerais bien en faire autant. N'empêche que généralement les sportifs de haut niveau s'abîment. Et ben les acteurs, les actrices porno, c'est pareil. Ils sont dans une fréquence, une intensité qui clairement n'est pas bonne pour le corps. Mais si on compare, par exemple, un sportif amateur qui aurait une pratique intensive, tu vois, tu parles de désensibilisation à la douleur, désensibilisation un petit peu à l'effort, ce sont des traits, des caractéristiques qui vont être positives, qui vont apporter du positif dans la vie de tous les jours. Hein. Je veux dire, la recherche de l'inconfort, être plus résistant, une capacité d'adaptation physique. Est-ce que le fait de se désensibiliser à la pratique sexuelle, et je parle pas nécessairement d'acteurs, hein, est-ce que c'est pas, il y a pas que du négatif. Alors, il va y avoir du positif, peut-être qu'on va tenir plus longtemps, on va être meilleur, on va être plus performant, d'accord. Mais est-ce que d'un point de vue physiologique, le fait de se désensibiliser au plaisir sexuel n'est pas un problème là où se désensibiliser à la douleur sportive n'a quasiment que du positif, tu vois? Eh ben, je ne suis pas sûre, en fait, que ce soit plaisir ou douleur, dans les deux cas, se désensibiliser, c'est créer encore une fois une forme de dissociation. C'est en gros, c'est endormir le corps, tu vois, c'est nier. Le problème, c'est de ne plus être à l'écoute de ses limites. Donc que ce soit par rapport à la douleur comme au plaisir, pour moi, c'est le même principe. Oui, ça permet de mieux tenir. Oui, ça permet d'atteindre de meilleurs résultats. Mais au bout du compte, quel sens on donne à tout ça? Le risque, c'est de ne plus rien sentir du tout. Et quel sens on donne à la sexualité et quel sens on donne à l'activité sportive? Là, je pense que ça questionne chacun et chacune de ses valeurs par rapport à sa manière de vivre le sport, à sa manière de vivre la sexualité. Quel est le but derrière tout ça? Est-ce que j'ai envie d'être dans mon corps, d'être présent, en présence avec ce que je ressens, ou est-ce que j'ai envie d'être dans un trip qui me permette d'aller plus loin? Mais attention, quand on n'est pas en présence avec son corps, comment signifier son consentement? Si je ne sais pas ce qui est bon et ce qui est mauvais, comment je suis en mesure de dire là c'est trop, ou là j'aimerais différemment? Est-ce que tu as remarqué, alors on parle plus du porno et de l'industrie du sexe, de manière générale, sur les 10-20 dernières années, est-ce que tu as remarqué qu'il y a une évolution du rapport au corps, de la perception du corps, notamment avec tous ces Instagram, enfin la société de l'image, de l'apparence, tout ça. Est-ce que tu as l'impression que les gens sont plus à l'aise avec leur corps, de plus en plus à l'aise avec leur corps, ou au contraire, ils le sont de moins en moins? Il y a quand même, je vais terminer là-dessus, il y a quand même une espèce de paradoxe assez formidable, c'est que j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de complexes, mais à côté de ça, il y a de plus en plus de... On se montre davantage, on en parle plus, on fait encore plus d'insinuations, mais ça, j'ai l'impression que ça n'arrange personne. C'est assez bizarre. Je sais pas, qu'est-ce que t'en penses, toi qui est un peu plus là-dedans? Moi, j'ai juste un regard purement observateur. Je suis d'accord avec toi sur le fait qu'il y a une forme de paradoxe, parce que d'un côté, on est dans une société de l'image qui glorifie aussi une forme de performance. Alors après, cette performance, elle est variée, hein, puisqu'on glorifie les différences de corps, justement, mais au même moment, on glorifie aussi des corps transformés, filtrés. Donc, de toute manière, on est dans une société de l'image. De toute manière, c'est l'image qui vend. Mais être dans l'image, c'est aussi être en dehors de soi. Donc, est-ce qu'on est vraiment, en fait, en lien avec nous-mêmes? Est-ce qu'on est vraiment en paix avec notre corps à partir du moment où on est toujours, ou à partir du moment où on est obsédé par ce qu'on renvoie à l'autre? Je ne suis pas sûre. C'est humain, en fait. On a besoin d'exister, de prendre notre place dans la société par le regard des autres. C'est une manière d'être validé. C'est une manière aussi de ressentir de la dopamine et d'avoir une forme de satisfaction. Tout ça, c'est satisfaisant, en fait. Mais le risque,
c'est d'être dans une course. Moi, je parle toujours des limites. Hein. Il y a toujours des justes milieux, de la modération. Le principe, c'est pas de dire les réseaux sociaux, l'image, c'est mauvais. C'est pas ça. Mais à un certain degré, c'est vrai que ça questionne. Je trouve que en l'occurrence, la série Black Mirror le fait très bien parce qu'elle va au bout. Elle est vraiment d'un excès. Elle nous montre comment finalement arriver à une certaine extrémité. Eh bien, on se retrouve dépossédé de notre propre image. On se retrouve dans une confusion où finalement on a l'impression que l'identité est forcément associée à l'image. Mais alors qu'est-ce qui se passe quand cette image elle est morcelée, quand elle est volée par les autres? Il y a de quoi devenir fou. Donc je pense qu'il y a une alerte à créer parce que les nouvelles générations, les enfants d'aujourd'hui, à peine nés, se retrouvent en photo sur les réseaux sociaux, sur Internet. D'ailleurs, il y a des campagnes actuellement qui sont lancées pour mettre en garde par rapport à ça, parce que ces images ensuite, elles peuvent aller n'importe où. Moi, ce qui m'inquiète là-dedans, hein, peut-être que je peux passer pour une vieille réac, mais ce qui m'inquiète, en tout cas, c'est le fait d'éduquer ces nouvelles générations à ce rapport à l'image, qui est pour moi déjà une forme de dissociation. Je n'existe que si je suis vue. Si je résume de manière extrême. C'est du narcissisme. Du coup, oui, c'est du narcissisme. Du coup, qui suis-je? Qu'est-ce qui reste de moi quand je n'ai plus d'image? Quand je ne suis plus vue, quand je ne suis plus regardée? Qu'est-ce qui reste? Dépression. Bah oui, alors, enfin, je ne sais pas. Hein, c'est en tout cas, ça questionne. Nous sommes des êtres sociaux, donc c'est normal d'avoir un besoin d'interaction. Et les confinements nous ont montré à quel point le contact, le toucher était important. D'ailleurs, le toucher, le sens le plus important quand un bébé vient au monde. Mais pour ce qui est de la vue, je trouve que c'est un sens qui est hyper intéressant parce que c'est quand même le sens de la séduction, c'est le sens aussi des mirages et des illusions. Donc, à mon sens, justement, il faudrait peut-être proposer une éducation intégrée, en tout cas dans l'éducation des nouvelles générations, un regard critique par rapport à ces images-là, une distance. Là, on parle de prévention par rapport aux écrans, par rapport au contenu. Qu'est-ce qui est de l'info, qu'est-ce qui est de l'intox, plus généralement. Mais voilà, je pense aussi aux statistiques de la médecine esthétique qui ont explosé et qui montrent que la médecine esthétique touche désormais de plus en plus la classe d'âge 20-25 ans. Il y a une explosion à ce niveau-là, touche même certains mineurs. Donc là, on n'est pas dans la médecine esthétique pour éviter de vieillir. On est dans une forme de perf. Mais c'est vrai que l'image, la vue, c'est probablement le sens le plus rapide pour donner une information, pour recevoir une information, pour transmettre. Tu vois, tu parles de chirurgie esthétique. Bon, ben c'est en une fraction de seconde. Tu montres une apparence qui est plus séduisante pour les femmes, pour les hommes qui vont avoir les costumes, qui vont avoir tout est apparence parce que c'est la façon la plus rapide d'obtenir gain de cause, d'obtenir succès, d'obtenir tout ça. Je le vois un petit peu ici, on a discuté là en off tout à l'heure là, de un peu Thaïlande, Bali. Il y a des endroits ici quand même, une espèce de day club ou night club qui sont très très forgés sur l'apparence. C'est pas forcément les endroits que j'apprécie. Je les apprécie pour tels qu'ils sont, mais pour les gens qui y sont et la manière dont ils se comportent, il y a vraiment ce truc de c'est bling bling, c'est-à-dire qu'on montre, on show off un maximum, et c'est une façon de se montrer, tu sais, c'est quand on est beau qu'on paraît beau, qu'on paraît riche, et qu'on fait croire qu'on est riche, qu'on fait croire qu'on est beau, qu'on fait croire qu'on est intelligent, qu'on fait croire qu'on a du succès, et donc on va obtenir des femmes, de l'amitié, de l'attention, de la validation, tout ça. Et effectivement, peut-être que alors les réseaux, Instagram, etc. Je veux dire, c'est vrai que ça fait un peu réac de parler comme ça, mais ça amplifie ou ça a donné la possibilité à l'image de se répandre à une vitesse au-delà même. Enfin, déjà une vitesse hallucinante et au-delà même du je te vois dans la rue, c'est-à-dire que maintenant tu te fais voir par des milliers de gens dont tu n'as aucune existence. Avec cet aspect anonyme, parce que c'est pas je te vois au sens où je crée une relation, je te vois, je te regarde, je suis curieux de qui tu es. C'est je te vois, je te mate.
Ok, tu me connais pas, tu likes, c'est cool, c'est bon, j'ai eu ma dose de dopamine. Il y a quand même ce rapport, je trouve, au collectif, à la masse, au nombre. Et moins on n'est pas là dans la relation individuelle, on est beaucoup plus dans le côté image vitrine. Et d'ailleurs, les réseaux sociaux servent énormément à ça. Et d'ailleurs, quand on voit aussi certaines applis de rencontres, c'est ça. C'est le principe, c'est de swiper et de regarder la vitrine finalement de chaque candidat, ou je sais pas comment les appeler. Et c'est comme en gros faire son shopping sur Amazon. Il y a un peu de ça quand même. Il y a une forme de déshumanisation en fait. Alors figure-toi que oui, avant de rencontrer justement mon futur mari que je n'ai pas rencontré via ces applis, mais j'ai eu je me suis amusée à tester. Alors ça a été très court. J'avais vraiment envie de voir comment ça fonctionnait. Et c'est assez, c'est vrai qu'il y a un côté, il y a un côté un peu comme au casino avec la machine à sous, tu sais. Oui, bien sûr. Ça va très vite, quoi. Ça va très vite. C'est très particulier parce que effectivement, si on se réfère à une appli comme Tinder, c'est quand même, bah ouais, c'est uniquement basé sur l'image. Heureusement qu'il y a d'autres propositions, d'autres applis qui fonctionnent autrement, mais c'est quand même beaucoup sur l'image. Et ça a du sens dans le sens où, bah oui, c'est plutôt logique. Y a rien de mal à ça qu'on aille vers quelqu'un qui nous attire physiquement. Mais l'attirance, c'est pas juste l'image, c'est aussi le ressenti, c'est la vibration, c'est la voix, c'est la posture, c'est le charme de cette rencontre qui ne peut se réaliser que si on partage la même pièce. Donc, t'avais mis ton nom, prénom, ou t'avais fait un test un peu anonyme? Non, j'avais vraiment mis mon nom et prénom avec mes photos. Ok. Oui, avec certaines personnes qui disaient, ce n'est pas toi, tu mens. Du coup, c'était vexant. Je dis, mais si, j'ai le droit, moi aussi. Ah, ça doit être marrant, ça. Combien de likes en 24 heures, ou combien de plus 100 likes en combien de minutes, tu sais plus? Je sais plus, mais c'était rigolo. C'était rigolo, mais c'est vrai que ça met une forme de pression parce qu'on sent qu'il y a une attente et ça pose un cadre forcément qui, enfin moi ça c'est pas quelque chose qui m'intéressait. Je suis trop romantique pour me fier à ça, mais il se trouve que certaines personnes font effectivement de très belles rencontres grâce à ces applis. Ça ne reste qu'un outil. Quand les gens viennent te voir pour des troubles de la sexualité, est-ce que tu leur recommandes de faire un arrêt des réseaux, de faire un arrêt des applications de rencontres dans certains cas particuliers pour justement essayer de réconcilier un peu leur rapport au corps? Oui, en particulier dans les cas d'addiction. Addiction sexuelle, addiction à la pornographie, aux escortes ou aux contenus qui peuvent susciter justement des stimulations et donc de la tentation. Maintenant, ça va pas forcément être vous arrêtez tout du jour au lendemain. Ça va dépendre de la personne, ça va dépendre de son degré d'addiction, ça va dépendre de son implication. Mais il n'est pas rare que quelqu'un qui me contacte pour ce type d'addiction, parce que quand on me contacte, ça passe par un formulaire via mon site. D'ici le premier rendez-vous, j'aime bien proposer justement une période de jeûne. Je leur dis, écoutez, d'ici le prochain rendez-vous, imaginons dans 15 jours, ce que je vous propose, c'est que vous arrêtiez de regarder ce type de contenu et justement, on pourra en reparler. Parce que c'est là où c'est intéressant. C'est quand la personne est confrontée au manque. C'est là où justement on va pouvoir creuser et aller questionner. Donc ça reste toujours une proposition, c'est jamais imposé. Ça permet de voir aussi à quel point la personne est motivée. Ça lui permet aussi de vérifier que parfois c'est plus simple qu'elle ne le pensait. Peut-être que jusqu'à présent, elle avait pas vraiment mis en place quoi que ce soit pour arrêter. Et le fait même de se prêter au jeu, c'est en fait, je me rends compte que ça va. Finalement, j'ai bien tenu et j'observe déjà des effets positifs. Cool, on va continuer là-dessus. Et puis pour d'autres, franchement, j'ai tenu 3 jours. J'étais trop fière au départ et à un moment donné, j'ai vu une image et
ça m'a fait plonger. Là, il a fallu que je consomme à nouveau. Et ok, on va travailler là-dessus. Mais oui, bien sûr, je le conseille. Je le conseille aussi aux personnes qui ont des troubles chez les hommes, troubles de l'érection ou de l'éjaculation quand elle est liée à une forme de pression de la performance, quand il y a cette croyance qu'il faut absolument faire comme les acteurs porno, quand il y a un lien. Déjà je leur donne quelques infos utiles sur justement sur la pornographie, déjà pour bien faire la distinction entre réel et fiction, et je leur conseille d'arrêter de regarder pour mettre de la distance, pour revenir au corps, pour revenir à l'expérience. De la même manière que la masturbation peut être un exercice thérapeutique en soi. Ça peut faire sourire, mais en fait, derrière la masturbation, il peut y avoir plein d'intentions différentes. Et certains vont le vivre de manière compulsive, de manière détendue pour mieux dormir, d'autres pour se défouler. Certains vont être omnibulés par un contenu, mais vont même pas avoir finalement un réel plaisir. Parfois même, il y a de la culpabilité. Là, le principe, c'est de revenir au corps, de faire de la sexualité et de tout acte une manière de revenir à soi, de revenir à ses sensations, dans sa respiration, dans son bassin, de reprendre le contrôle, en fait, de reprendre le pouvoir de son corps. Okay. Mais c'est un contrôle qui n'est pas marqué par le stress, pour autant. Justement, c'est pas un contrôle de perf, c'est un contrôle de calme. Reprise de contrôle. Ouais. Tu connais Jean-Marie Corda ? Ça te dit quelque chose ? Non. Oui, bon, c'est un ancien acteur porno qui a été lui-même qui a autoproduit ces films, qui a parlé beaucoup de ça, tu vois. Je l'ai reçu 2 fois ici. Je sais que de temps en temps il écoute les épisodes, on s'échange 2-3 messages. Je pense qu'il écoutera. Qui parle beaucoup de ça, alors notamment de la masturbation consciente. Il avait des programmes, il avait des formations qui expliquaient, parce que lui c'est un ancien acteur porno aussi, qui justement avait eu des mauvaises expériences et qui expliquait grâce au porno, parce que ça lui avait appris aussi à avoir du contrôle, à gérer du contrôle, gérer du stress. Il avait développé des techniques comme ça qui étaient intéressantes. Et d'ailleurs, tu vois, en parlant de lui, je pense que j'avais fait un épisode avec lui où on avait parlé un peu de OnlyFans. Je suis curieux d'avoir ton avis sur OnlyFans, parce que ça va faire le pont un peu entre ce dont on parle là et sur l'image. OnlyFans, libération de la femme, capitalisme, marché des hommes, tout c'est formidable, ou carnage absolu, dissociation de tout le monde et effondrement de la civilisation. La civilisation n'a pas attendu OnlyFans pour s'effondrer. Mais en fait, tout ce que tu viens de citer peut être considéré comme étant juste. Libération de la femme, je trouve ça, non. Mais par contre, c'est vrai que ça permet, ça permet aux femmes, puisque ce sont elles qui vendent le plus, d'avoir énormément de pouvoir et d'être autonomes dans leur système de production. Donc, il y a encore quelques années, on condamnait la pornographie justement pour ça, pour cette croyance comme quoi c'était une forme d'esclavage. Alors je dis pas, il y a certaines dérives, certaines productions, évidemment, tout n'est pas rose dans ce milieu. Mais il y avait quand même, il y a eu longtemps cette croyance comme quoi les femmes étaient obligées, asservies, exploitées. Là, avec OnlyFans, on découvre que les femmes, en fait, sont autonomes. Ça alors, c'est fou, elles sont libres. Et qu'est-ce qu'elles font ? Pour beaucoup, pas toutes heureusement, mais beaucoup, en fait, sont leurs propres productrices et créent leur propre contenu. Donc, ça leur donne beaucoup de pouvoir. Ça leur permet d'avoir personne qui leur dicte quoi faire. Et en cela, effectivement, c'est une grande force. Ça peut éviter c'est sûr que ça simplifie le business. Mais ça peut être une autre forme d'asservissement, parce que on en revient à cette recherche de dopamine, à ce besoin d'attention, d'exister. Il y a le besoin d'attirer de l'attention pour générer de l'argent. Donc ça peut être un piège. Tu parlais aussi de narcissisme, ça peut être un piège de créer un compte OnlyFans, parce que
Il faut pouvoir maintenir le cap et générer toujours plus. L'avenir nous le dira, parce que je pense que c'est encore un petit peu jeune et c'est comme tout, hein. Il faut avoir. Alors, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de retours de femmes qui ferment leur compte OnlyFans et qui expliquent que ça devient un enfer. J'ai un peu l'impression que c'est le niveau supérieur de l'instagrammeuse plus, c'est-à-dire qu'on passe à un niveau au-dessus, c'est-à-dire qu'on partage, ça va au-delà, quoi, tu vois. Donc je sais pas à quel point ça va finir par rendre fou les gens ou pas. C'est pour ça que je pose la question, effondrement ou libération. De toute façon, c'est la dose et le poison, et je pense que c'est en fonction de comment on l'utilise. Mais une technologie, on dit toujours une technologie est telle qu'elle est. Je veux dire, c'est on l'utilise pour le bien ou pour le mal. Bon, moi je pense que certaines technologies ont plus tendance à rendre fou les gens que d'autres technologies. Non, les gens sont après, déjà si tout le monde s'y retrouve. C'est simplement qu'on leur met à disposition des outils qui vont leur permettre d'exprimer cette folie et de l'exacerber. Et comme le cerveau aime justement le confort et le plaisir, il va chercher sa dose. On est foutu comme ça. Et donc, le système nourrit ça, nourrit cette boucle ce système de récompense. Parce que il ne s'agit que de ça finalement. Souvent, on dit que les addictions ou les troubles addictifs se décalent. Tu vois, on arrête de fumer, super, mais en fait, ça s'est décalé. On fait que bouffer du chocolat, et puis on arrête de bouffer du chocolat. Il se trouve que on fait que regarder du porno. J'en sais rien. Tu vois, on décale comme ça. Est-ce que tu le vois ça, toi, sur par exemple, des addictions? Toute forme d'addiction, et est-ce que tu essaies de le transférer à des choses un peu plus saines comme le sport, tu vois, quitte à être addict, autant être addict au sport par exemple? Alors ça peut être une passerelle, mais c'est pas la solution, parce qu'une addiction au sport restera une manière de se détruire. Pour l'avoir moi-même vécu, j'ai transféré l'addiction au travail, au sexe vers le sport. Je me suis retrouvée en surentraînement et à me blesser en permanence parce qu'au bout d'un moment, 6 heures d'entraînement par jour, ça faisait trop, quoi. Donc, il n'y a pas de saine activité si elle n'est pas sainement pratiquée. C'est une croyance à mon sens, de dire que le sport est forcément sain, que le sexe est forcément sain, que le travail est forcément sain. Dans les deux cas, ça peut être des sources d'épanouissement et de très belles manières de s'accomplir, comme ça peut être des manières de se détruire. Donc, dans l'accompagnement des addictions, c'est vrai, ça peut être un palier à un moment donné. Quelqu'un qui va être à fond dans son addiction sexuelle, je vais lui conseiller de rediriger son énergie, mais pas sur une seule activité. Le principe, en fait, c'est de créer des sas de décompression. Donc, s'il y a un trop plein d'énergie, ok, on va aller vers le sport, le travail, une activité artistique, les amis. Et le principe, c'est de rééquilibrer pour ouvrir aussi le champ de vision de la personne qui est enfermée dans son tunnel et qui, à un moment donné, a besoin de recréer du lien et de surtout ressentir qu'il est possible d'avoir du plaisir ailleurs et de s'accomplir ailleurs. Maintenant, ça risque de ne pas suffire parce que l'addiction a bien souvent comme origine une anxiété qui va être ancienne, qui va être profonde, et tant qu'elle n'est pas accompagnée, le risque c'est que cette personne-là, finalement, à un moment donné, soit rebascule. À un moment donné, il y a je sais pas, un choc, une déception, un choc émotionnel. Elle risque de retomber dans ses travers, ou alors elle risque de reproduire ça ailleurs. Donc, il faut accompagner. Maintenant, il faut aussi faire la distinction entre addiction et hyperactivité. Il y a des personnes qui sont intenses, qui sont excessives, qui sont passionnées. Elles aiment vivre à 100 à l'heure, mais elles sont pas. On va utiliser le mot addict, mais ce sera pas au sens fort du terme. L'addiction signifie qu'il y a vraiment une souffrance. Il y a de la culpabilité derrière. Il y a vraiment le principe d'autodestruction. Il faut s'épuiser dans quelque chose, il faut absolument consommer, et s'il n'y a pas la réponse à cette consommation, s'il n'y a pas cette possibilité-là, il y a un profond mal-être. Donc c'est vraiment quelque chose de douloureux. Quand tu faisais, toi, 6 heures de sport, tu recherchais quoi exactement ? C'était quoi le but ? La transe.
C'est l'état de transe. Et d'ailleurs, l'état de transe, c'est ce qui est finalement, c'est ce qui est recherché par toute personne qui va prendre une substance ou c'est une manière en fait de se déconnecter du réel, de se déconnecter des cogitations, de ses phobies, de ses angoisses. Donc pour moi, le sport, il y avait ça. C'est s'entraîner à un degré où on plane, où en fait c'est sentir son corps, mais à un degré où finalement on finit par ne plus le sentir, justement. D'où le risque de blessure. Donc moi il y avait ça, et puis il y avait aussi l'inspiration, le fait que lorsque je me suis tournée vers le sport, j'avais des objectifs, ça me faisait rêver. Ça me faisait rêver de faire un numéro en tissu aérien, ça me faisait rêver d'atteindre un niveau en arts martiaux, et du coup ça c'était le moteur. Mais c'était plutôt un moteur sain. Le problème c'est quand derrière ça il y a vraiment un aspect, un élan qui est désespéré. Donc là il faut questionner. Et je m'en suis rendu compte parce qu'à un moment donné, j'ai plus le choix. Quand je me suis blessée, je me suis dit bon là il y a un problème. Je crois que j'ai une manière de pratiquer qui n'est pas très saine. C'était quoi la blessure ? Je me suis déchiré une côte et puis après je me suis fait des entorses à répétition. Ok. Alors, t'as bossé un peu, enfin, tu t'es intéressé aussi à la performance. Pardon, que c'était intercostal. Un muscle intercostal. Oui, bon, j'ai pas relevé. j'ai pas osé relever. Je me suis dit, oui, pardon, bon, on a compris. Bon. C'était le muscle intercostal, pardon. Oui, ok. Je me suis dit, bon, entorse costale. Oui, enfin bref. Je préfère reprendre. Parce que là, toute la crédibilité de l'interview retombe d'un seul coup. Ils vont dire, oui, voilà ce qu'elle a dit. Alors, c'était bien jusque-là, mais juste ça, oui, non, c'est terminé. Moi, je ne crois plus en rien. C'est comme ça que ça fonctionne. Bon, c'est repris. On a évité la catastrophe. Donc, tu t'es intéressé à la performance. Tu as écrit, enfin, t'es en co-écriture d'un bouquin, tu m'as dit. Oui. Qui est sorti en 2024. Pour faire ce petit lien entre performance et addiction, alors, tu vas peut-être me définir ce que c'est que la performance, selon ton aspect ou la personne avec qui tu l'écris, mais la performance, il faut un dépassement, il faut une obsession. J'ai du mal, moi, à titre personnel, de m'imaginer performant dans un domaine, quel qu'il soit, si je n'ai pas une discipline, si je n'ai pas une obsession. Jusqu'à quand on parle de performance positive, jusqu'à quand on se dit, parce que l'obsession, l'obsession, elle peut être positive, négative, tu vois. On me dit t'en fais trop, t'en fais pas assez. Après j'ai l'impression que c'est un peu arbitraire. Donc où c'est que tu mets la limite, toi, entre la bonne performance et celle qui va trop loin? C'est un peu comme le bon chasseur et le mauvais chasseur. Alors, je te rejoins totalement. La base, c'est déjà de se poser individuellement la question de notre définition de la performance. Alors bien sûr qu'il y aura une définition qui sera exposée dans le livre, parce qu'il faut bien un point de départ sur lequel se mettre d'accord pour poser le cadre. Mais moi j'aime bien renvoyer les gens justement à leur propre définition, parce que c'est ça qui compte. Qu'est-ce que vous mettez derrière le mot performance? Parce que pour certaines personnes, une performance, d'ailleurs on le voit dans la langue française, une performance, ça peut être une performance artistique, une performance sportive. Et c'est pas exactement la même chose. Pour certaines personnes, c'est le résultat, c'est l'accomplissement, c'est l'excellence. Pour d'autres, c'est un processus, c'est être performant, être bon dans ce qu'on fait. Mais il y a toujours en arrière-plan quand même l'idée d'excellence. Et a priori, on n'arrive pas à l'excellence, comme tu le dis, sans discipline, sans rigueur, sans pratique, sans une forme d'obsession. Maintenant, être performant, c'est aussi, l'autre sens de la performance, c'est aussi tout simplement être efficace, avoir le bon geste, obtenir le résultat. Ce qui signifie que faire le plus vite, le plus fort, n'est pas forcément le mieux. Et on peut le voir dans l'art, on peut le voir dans tout finalement. Et je vais l'illustrer même avec la sexualité. Est-ce que être performant au lit, c'est être un bon amant? Et est-ce que être un bon amant, c'est forcément être celui qui va durer le plus longtemps, qui va aller le plus fort et qui va faire crier sa partenaire le plus fort possible? Je ne suis pas sûre. Là, on est dans la démonstration. Mais une vraie bonne performance, à mon sens, c'est celle qui nous permet d'atteindre le juste résultat.
Et là, ça vient faire résonner nos valeurs. C'est quoi pour moi être bon dans mon travail? Est-ce que c'est obtenir les meilleurs chiffres? Est-ce que c'est être celui qui va avoir le poste le plus haut? Ou c'est tout simplement être à ma place? Et je mets des guillemets entre tout simplement, mais c'est déjà énorme. Juste être à ma place et faire mon job de la bonne manière, la juste manière. Tout comme un artisan va répéter les mêmes gestes et simplement réaliser à chaque fois le même objet sans chercher à le modifier. En gros, si tu veux, il y a pour résumer, hein, il y a deux visions. Il y a ceux qui voudront toujours plus, ceux qui voudront toujours, ceux qui sont pour l'intelligence artificielle, ceux qui veulent pour les nouvelles technologies, pour avoir toujours plus, optimiser toujours plus. Ok, pourquoi pas? C'est une forme de perf. Et puis il y a ceux qui vont juste être présents dans ce qu'ils font et se dire moi je fais une chose et je le fais bien et c'est suffisant. Et ça c'est une perf. Oui, on reprend sur l'idée de la reprise un peu de contrôle. Enfin, c'est à la fois le contrôle et le lâcher prise, sur quoi on met Exactement. le contrôle et sur quoi on laisse tomber C'est le cœur de mes accompagnements. En tout cas, dans le premier cas, ceux qui veulent toujours plus, ils sont toujours dans le futur. Ils sont toujours dans la prévision, la stratégie. Donc, ce sont des personnes qui vont me consulter parce que ils aiment les stimulations, ils aiment aller vite. Ça leur plaît, en fait. Et le principe, c'est pas de les changer. Mais au bout d'un moment, il y a une angoisse qui peut être générée par ça. C'est jamais assez en fait. Mais après quoi je cours? Et puis certaines personnes me consultent parce que justement elles ont atteint leur objectif de performance, les méga chiffres, les méga honneurs et même la reconnaissance. Et pourtant, il y a un vide. C'est putain, j'arrive, j'ai 50 ans, j'ai tout. Et il y a un énorme vide. J'ai l'impression j'ai pas le principal. Je sais pas qui je suis. Tu vois. Donc il y a ceux qui sont dans l'avenir et puis ceux qui sont au présent. Est-ce qu'ils sont nécessairement plus heureux? Ah bah après c'est une autre question le bonheur. Mais tu sais je pense j'aime bien cette phrase de Bruce Lee sois heureux mais jamais satisfait. L'un n'empêche pas l'autre. Tu peux être heureux et pour autant être ambitieux et avoir envie de progresser et évoluer. Être heureux ne signifie pas être paresseux et se dire c'est bon, j'ai tout ce que je veux, je ne fais plus rien. Les deux sont compatibles. Mais là, ça rejoint, si tu veux, l'idée de l'addiction. Quand, à mon sens, ça génère une forme d'anxiété, c'est qu'on n'est pas au bon endroit. La performance, pour moi, devrait être un résultat. Je suis performant parce que, justement, je suis présent dans ce que je fais, concentré, et que je répète mon action. Et c'est ça qui fait que mon geste est maîtrisé. Par contre, je pense que ça peut être un piège de se dire, je veux être performant, je veux être le meilleur, et du coup, allez, je fonce et il y a que ça qui compte. Ça peut fonctionner, hein. En général, ça fonctionne quand on est jeune, quand on a l'énergie à disposition, que tout va bien. Mais ça a ses limites. Qu'est-ce qui se passe quand je me blesse? Qu'est-ce qui se passe quand je n'ai plus la capacité à être dans cette perf-là? Quel sens je donne à ma vie à partir du moment où je ne suis plus performant? De la même manière, moi j'ai des hommes qui me consultent parce qu'ils ont eu un cancer de la prostate, par exemple. Et là, il n'y a plus la capacité physique d'avoir un rapport sexuel comme auparavant. Le corps ne fonctionne plus de la même manière. Donc, c'est quoi être un homme à partir du moment où il n'y a plus d'érection? Est-ce que parce qu'il n'y a plus d'érection, plus la capacité de remplir aux critères habituels de la performance sexuelle, est-ce que ça doit remettre en cause la notion de virilité et même sa valeur en tant qu'être humain? Ben, ça, c'est une très grande question. C'est une question très difficile parce que je n'aimerais pas me retrouver dans cette situation parce que il y a aussi le côté un peu biologique. Tu vois, je reviens à mes bases un peu bio et génétique, qui est à partir du moment où la fonction érectile et de reproduction ne fonctionne plus, il y a quand même un sacré trou, un sacré vide de sens, mais qui n'est pas nécessairement un sens conscient, mais qui est aussi un sens inconscient. Alors, là, je suis en train de partir dans les étoiles, ils vont se dire ça y est, on le perd, alors que normalement il est toujours très rationnel. Non, mais c'est très rationnel, parce que quand tu... je veux dire, factuellement, à la base de la pyramide, c'est on mange, on sait où on dort, on se reproduit. Il y a un peu ce truc-là. Quand t'enlèves même si t'es marié, même si t'as plus ce truc-là au jour le jour, il y a quand même une part de toi, de qui tu es en tant que vie, qui n'existe plus.
Mais tout comme Facile à une gérer, femme ça. qui, après sa ménopause aussi, est dans cette Bien limite-là. sûr. Bien sûr, bien sûr. Et je Ou pense une pas que ça doit personne être qui est en facile à situation de gérer. handicap, mais pour autant, est-ce que sa valeur est censée être amoindrie? Mais bien sûr, c'est un travail sur soi. Là, on est dans des questionnements qui deviennent spirituels aussi, hein, identitaires, et c'est bien sûr qu'il y a la part physiologique et biologique, mais euh, nous ne sommes pas que des mammifères. Nous avons une conscience, nous avons notre capacité à être dans le choix, à évoluer et être plus que ça. Mais c'est une histoire de conscience. Est-ce que je suis de la même manière? Est-ce que c'est notre travail qui nous définit? Ou même notre passé qui nous définit, tu vois? Ce sont des questions qui sont existentielles, mais qui me semblent être intéressantes parce qu'elles nous permettent de redéfinir notre cadre. Et quand on parle de lâcher prise, souvent c'est ça. Lâcher. Je pense qu'il y a une confusion autour du terme lâcher prise. Certaines personnes ont peur du lâcher prise parce qu'elles pensent que c'est perdre le contrôle et donc devenir vulnérable. Et personne n'a envie d'être vulnérable parce que c'est laisser une porte ouverte à une potentielle agression. On va accepter d'être vulnérable a priori. Dans une relation amoureuse, on est vraiment en confiance, où on se dit ok, on s'est choisi, on se connaît, on accepte d'être vulnérable ensemble. Et ça, c'est le plus beau des cadeaux. Pas facile, même pour des couples qui s'aiment d'ailleurs. Mais lâcher prise, pour moi, c'est pas ça. C'est comme un élastique que tu vas autoriser à se détendre et à se retendre. Il y a toujours une tension, il y a toujours un contrôle, il y a toujours une conscience. Mais à un moment donné, c'est juste d'apprendre à lâcher certaines choses. Donc moi, c'est une question que j'adore poser aux gens qui viennent me voir en séance, c'est qui êtes-vous sans votre travail? Ok, on enlève tout ça, on enlève la carrière, on enlève, vous avez accompli plein de choses. Ok, vous êtes qui sans votre costume? Vous êtes qui sans votre titre? Quel homme êtes-vous? Je pourrais me faire un peu l'avocat du diable et de dire, mais en fait, on n'est rien. On est ce qu'on décide. On est qu'une. Non, mais je veux dire, on n'est rien. On est ce qu'on décide qu'on soit. Tu vois, dans un sens, tu fais ce travail, tu fais ce truc. C'est un peu ce n'est pas moi. Oui, mais toi ne signifie rien. Tu vois, dans un sens. Bah, dès qu'on dit je ou tu, on pose une existence, mais c'est le principe de la méditation, c'est de supprimer tout ça d'ailleurs. C'est d'annuler tout ça. Dans la méditation, le principe c'est qu'il n'y a même plus de je. À partir du moment où on dit je, on est déjà en train d'exister, on est déjà en train de se positionner. C'est nécessaire, sinon sinon on devient fou. Mais oui, chacun décide de qui il veut être, mais c'est un apprentissage. Là on part dans une discussion qui peut aller très loin, mais pour revenir, tu vois, à la notion du corps, c'est quand même j'essaie de raccrocher les wagons. Non, mais le corps, c'est c'est notre incarnation, donc c'est aussi notre manière d'exister au monde et c'est le cheminement, en tout cas moi que j'ai fait juste à un moment donné, de me dire ok, j'ai existé pendant des années à travers un type de métier qui reposait sur une forme d'illusion, sur la stimulation. Ok, j'ai une satisfaction là-dedans et en même temps je me rends compte que quand même c'était vachement superficiel. Qu'est-ce que je fais de tout ça? Qui j'ai envie d'être aujourd'hui? Ok, quelle image j'ai véhiculée jusqu'à présent? Qu'est-ce que je suis prête à lâcher et qu'est-ce que j'ai envie de créer aujourd'hui? Et il me semble que c'est une question qui mérite d'être posée je vous encourage à vous poser cette question. C'est vrai quelle image je véhicule auprès des autres, même si je j'ai pas le contrôle sur leurs ressentis et leurs émotions. En tout cas, moi, qu'est-ce que j'ai envie de partager avec les autres? Qu'est-ce que je leur montre de moi? Et qu'est-ce que j'ai envie de garder pour moi? Et là, il y a la notion d'intimité aussi. Qu'est-ce que j'ai envie de préserver et de ne pas montrer sur les réseaux. Je suis en train de réaliser que ma batterie est faible sur mon ordinateur, du coup ça me me met en tension. Tu veux plugger? On va ça te met en tension. Non, détente. On est ici pour se détendre. tu veux le plugger rapidement? Il nous reste peut-être 5 minutes là. Je vais faire ça, ce serait dommage de couper. Alors attends, je reviens. Vas-y. Une seconde. Bien sûr, je vais meubler.
Bon, quand même intéressant tout ça. Moi, je retiens pas mal de choses. J'en profite pour discuter avec vous pendant qu'elle qu'elle plug l'ordinateur sur le côté un peu spirituel. Bon, moi, j'aurais tendance à me dire qu'on s'intéresse fortement aux questions spirituelles à partir du moment où on perd le sens biologique. Alors ça, c'est mon côté très rationnel, très évolutionniste. Hein. Vous connaissez ceux qui écoutent les podcasts depuis longtemps savent que j'ai vraiment cette vision un peu très très de l'homme dans sa vie, dans sa survie, dans la vie, dans ce qu'elle est. Donc c'est intéressant de voir comment on peut mettre un peu de spirituel ou en tout cas essayer de placer qui on est. Alors c'est un très bon exemple quand même Céline parce que sur le côté c'est vrai que l'identité c'est compliqué. Par contre ce qui est intéressant c'est de se dire que c'est pas immuable, c'est pas indéfini. Non, justement, c'est pas défini et qu'on peut la changer. Elle a une carrière, elle a une grosse carrière qu'on connaît tous. Aujourd'hui, elle fait des choses qui sont complètement différentes et puis elle s'est complètement redéfinie, réinventée presque. Donc, on est obligé de s'identifier par quelque chose, mais ça veut pas dire que ça va être le cas pour tout le temps. Voilà. Et c'est ce que je retiens. Moi, puis je vais y réfléchir comme ça chaque fois. Moi, après les épisodes, j'y réfléchis, je repense aux discussions. Et puis, si vous aussi vous réfléchissez aux discussions, vous trouvez ça sympa, eh ben mettez une petite note de 5 étoiles sur Apple Podcast. C'est le moment de faire un peu de promotion pour booster les charts et les écoutes de ce podcast. Donc 5 étoiles sur Spotify, sur Apple Podcast. Voilà, mettez des commentaires si ça vous plaît. Un épisode un peu différent, mais pas tant que ça, hein, parce qu'on reste quand même dans la performance, dans le corps, la santé, l'image. Ce sont des thématiques que j'aime bien aborder. L'image, un petit peu comme la violence ces derniers temps. Vous l'avez pu remarquer avec des épisodes, que ce soit avec Michael Hulus, on en parlait ou quoi que ce soit. Donc c'est des choses qui reviennent et qui sont très liées. Et c'était Monsieur Stéphane Edouard qui me disait que ce qu'il aimait bien dans le podcast, c'était le fait que je fasse des ponts comme ça entre les différentes disciplines, entre l'art martial, entre la violence, entre la santé, entre les sports de combat. Qui rendait l'émission intéressante. Donc j'espère que ça vous plaît aussi. Voilà, je terminais de meubler pendant que tu branchais le truc. Oui, je voulais te... Non, pas de problème. Comme ça, j'en profite pour faire passer des messages. Je voulais une dernière question sur l'image. Est-ce que tu penses, toi, ou est-ce que tu vois que le nombre de complexes, que ce soit chez les hommes et chez les femmes, a tendance à augmenter au fur et à mesure des décennies à cause justement de tout ce dont on a parlé? C'était juste ça qui manquait que je voulais te demander tout à l'heure. Alors, je manque de recul par rapport à ça. Il faut reconnaître aussi que c'est un phénomène encore récent, les réseaux sociaux. On a des études qui, quand même, se mettent en place. On a aussi des études sur les effets de la pornographie sur sur l'audience, dont l'audience mineure. Donc, on commence seulement, en fait, à voir des chiffres qui nous permettent de mesurer l'évolution l'impact des images sur les troubles. En tout cas, j'observe la presse sexo, universitaire, et je vois que de plus en plus, quand même, il y a des alertes sur effectivement un rapport au corps qui est problématique et qui qui pousse au phénomène de michetonnage, de prostitution, d'exploitation du corps de manière générale. Mais en fait, c'est pas forcément. Alors pardon, ouais, j'ai un peu répondu à côté. C'est pas forcément sur les complexes, mais plus sur l'exploitation de l'image. C'est mon corps a un pouvoir, donc je vais l'exploiter en échange de quelque chose. Ça, c'est quelque chose qui se généralise. Il y a une telle normalisation de ça. Qui, à mon sens, a commencé avec la télé-réalité, parce qu'on parle beaucoup de la pornographie, mais la télé-réalité est beaucoup plus pernicieuse parce qu'elle brouille les pistes, justement. Et OnlyFans participe à ce jeu-là, c'est que d'un seul coup, ce qui avant était transgressif, ce qui était réservé aux adultes, ce qui était interdit et qui avait sa saveur, d'ailleurs, grâce à ça. Et d'ailleurs, c'est moi la pornographie que j'ai découvert à mes débuts, hein, c'était ça, tout était segmenté. Eh bien, entre-temps, les pistes se sont brouillées. Et aujourd'hui, il y a vraiment une confusion. Et le problème, c'est que comme il y a beaucoup d'images sexualisées, de promotion aussi de services d'escorte sur les réseaux sociaux au grand public, en attendant, les mineurs sont exposés à ça et adoptent des codes petit à petit qui sont liés au travail du sexe. Donc c'est en normalisant les choses finalement qu'on fait bouger les valeurs d'une société, en tout cas ses normes. Et pour moi, les troubles, ils sont de ce côté-là.
Enfin, je les perçois comme troubles. Certains diront que c'est une évolution et que c'est ok. Hein. Bon, mon avis, c'est que ça peut être un danger. Concernant les complexes, ça serait intéressant que je sais pas si tu as déjà interviewé un chirurgien esthétique, mais à mon avis, il y aurait peut-être des choses à dire à ce niveau-là. Tu vois, on constate en tout cas qu'il y a de plus en plus, il y a des modes quand même, comme les implants fessiers qui se sont vraiment généralisés depuis Kim Kardashian. Et aujourd'hui, il n'est vraiment plus rare de voir des silhouettes de jeunes femmes sur Instagram avec ce type d'implant. Je ne sais pas à quel point ça complexe les nouvelles générations. Est-ce que le complexe, nouveaux standards, on va dire. Est-ce que pour toi, tu penses que ça provient forcément de la comparaison, le complexe, si on place quelqu'un, un homme, une femme, peu importe, dans la jungle, avec aucune comparaison possible, alors, je sais pas si t'es la meilleure placée pour répondre, mais comme j'y pense, je te demande, est-ce que cet homme ou cette femme ne développera aucun complexe s'il n'y a pas matière à comparaison? Bah, je doute que ce soit le cas. Hein. Le complexe repose sur la comparaison, sur le regard, sur le jugement, sur le sentiment d'être évalué vis-à-vis de quelqu'un. Et on parle souvent aussi d'estime de soi hein, à ce moment-là. C'est le besoin d'être intégré fait que on recherche le regard et la validation des autres. Mais si ce regard nous renvoie à une forme de jugement ou de critique, c'est là que le complexe va être généré. Donc il y a des personnes, par exemple, qui n'avaient aucun problème avec leur physique, leur couleur de peau, leur taille, mais qui, à un moment donné, et bien souvent ça se passe à l'école, parce qu'elles sont confrontées au regard des autres, vont développer un complexe. Il y a des récits de personnes comme ça qui, petit à l'école, tout allait bien, hop, ils changent d'école, ils changent de pays, et là d'un seul coup, leur différence va faire émerger une critique, et de là va naître le complexe. Donc oui, oui, je pense que c'est complètement lié. Nous sommes des animaux sociaux. Bon, une petite chose pour clôturer, parce que je veux pas trop prendre de ton temps. Tu m'as dit 1 heure, on est à 1h01 non, mais sur l'enregistrement. Je suis pas la minute près, t'inquiète. je ne veux pas mettre mes invités en retard si jamais ils ont d'autres choses derrière. Et puis je dois aller aider ma maman, donc c'est important, mais elle est au courant et ma maman est très tolérante, donc ne t'inquiète pas, elle ne sera pas fâchée. Bon, parfait. Et bien alors une dernière chose, parce que j'ai trouvé à la fois curieux, original, je sais pas, j'avais jamais entendu ça, coordinatrice d'intimité pour le cinéma. Oui, c'est tout nouveau. Alors c'est tout nouveau, voilà. Alors je me suis noté, tu vois, pour que ça aille plus vite. Moi dans mes notes j'ai marqué Kezaku, pour que tu m'expliques un peu de quoi il s'agit. J'imagine, j'ai une petite idée, mais comment ce truc il est venu? Est-ce que j'ai l'impression que ça fait carrément sens par rapport à tout ce dont on discute jusqu'à présent, hein, vraiment le rapport au corps, amené à se sentir mieux dans une situation. Et quoi de plus dur qu'au cinéma quand t'as des caméras et toute une équipe technique qui te regarde dans des scènes intimes. Oui, alors là, je parle quand même de scènes dans le cinéma mainstream, pas le cinéma X. C'est pas mon intention de retourner dans cette industrie. Alors, la coordinatrice d'intimité, il y a aussi des coordinateurs d'intimité, mais c'est vrai qu'il y a plus de femmes. C'est une profession qui est récente et qui a émergé avec le mouvement MeToo. Face aux nombreux scandales autour d'abus qui ont eu lieu dans le cinéma, en particulier hollywoodien, mais il y en a eu partout. Hein. Et donc il y a eu cette initiative de créer une profession qui permette de faire en sorte que le consentement des comédiens et des comédiennes soit bien respecté. Ça, c'est vraiment la clé principale. C'est pour toute scène de nudité ou scène érotique. Désormais, il faut avoir un référent qui soit professionnel, qui soit compétent pour assurer une liaison entre les comédiens, le réalisateur et l'équipe, et s'assurer qu'il n'y ait pas de débordement et que tout soit bien au clair. Donc, il y a un travail en amont. Mais il y a aussi une présence le jour du tournage, éventuellement aussi un regard sur le montage. Il y a la dimension consentement, comment oui, c'est-à-dire Abdelatif Kechiche qui avait été accusé qu'on avait dit que sur les scènes certaines scènes de son film que j'avais trouvé absolument extraordinaire, le bleu est une couleur chaude, c'était le titre de la BD, mais je me souviens plus du titre.
Qu'il y avait eu, qu'il avait un peu abusé sur certaines scènes, qu'il avait poussé, qui étaient des scènes de nudité. Ah bah oui. Ouais. Mais ça peut être alors très grave je parce juge pas, que j'en sais les rien. comédiens, a priori, veulent faire plaisir au réalisateur. Le réalisateur a quand même une posture haute. Il a un poste qui lui permet d'avoir une ascendance sur son équipe. Donc ça peut jouer. Et dans toute, Mika a dû en parler, hein, dans les cas d'agression. C'est vrai que vu de l'extérieur, beaucoup vont juger en disant mais pourquoi t'as pas réagi, pourquoi tu t'es pas défendu, pourquoi tu t'es pas battu, pourquoi t'as pas dit non. Bah oui, mais il y a un principe très naturel qui est celui de la sidération et qui fait que dans une situation à laquelle on n'a pas été préparé, où il y a un critère un élément de surprise, on peut se retrouver sidéré et finalement consentir à quelque chose qu'on ne souhaite pas vraiment. Sauf que ce n'est pas forcément clair. C'est pas forcément clair pour la personne qui le vit, mais c'est aussi pas forcément clair pour les personnes autour. Et du coup, ça peut donner des situations abusives, sans forcément qu'il y ait de la malveillance, mais où il y a une forme de débordement. Et puis parfois il y a de la malveillance. Parfois il y a des personnes vraiment qui abusent de leur pouvoir et qui vont même lors des castings demander aux comédiens, aux comédiennes d'en montrer beaucoup plus ou avoir des gestes ou des paroles déplacées parce qu'on parle du corps, mais on parle aussi de toute une posture. Donc moi, mon boulot, c'est de veiller à ce que justement tout soit bien clair, à ce que les comédiens et comédiennes n'aient pas de surprise, qu'ils aient la possibilité de s'adresser à moi justement dans le moindre doute, et que tout soit validé, et que si à un moment donné il y a quelque chose qui va être modifié dans la mise en scène, eh bien tout ça doit être fait justement en conscience. Et pas parce que oui, il faut se dépêcher ou il faut faire plaisir. Parce qu'on ça peut être regrettable en fait. C'est très complexe hein, le rapport au corps. Si je me fais un peu l'avocat du diable pour m'amuser, est-ce Décidément, que c'est pas une As-tu vu le film toujours L'avocat du diable, parce qu'il est quand même exceptionnel ce film. avec Al Pacino? Ouais, Non, ouais. Oui. je crois que je l'avais Mais vu. Keanu Reeves. Ah bah il faut le revoir, il est incroyable. Oui, je l'ai vu, évidemment. Alors, j'avais été un peu déçu, je crois, je m'étais dit à la fin, ils ont un peu là, un peu abusé. Mais non, si, j'avais beaucoup aimé. Non, le film de Keshish, pour que je le retrouve, parce que j'aime bien toujours donner les références, c'était La vie d'Adèle. Pour me faire un peu l'avocat du diable, oui. est-ce que c'est pas aussi une façon, est-ce que c'est pas comme ça qu'on fait des chefs-d'œuvre? C'est avec cet auteur. Ça vient d'où? Alors je m'attendais tellement pas à cette phrase. Mais ça vient d'où cette phrase? Parce que ça, je l'ai beaucoup entendu, dans des critiques cinéma de dire que j'ai vu Whiplash et justement je me pose. Alors c'est très intéressant ce que tu dis parce que j'ai revu la scène de Whiplash il y a pas si longtemps que ça où il balance la cymbale sur l'étudiant et dans ma tête j'ai eu le même double discours à me dire c'est de l'abus de confiance, c'est l'abus de pouvoir, il a une hiérarchie au-dessus, je veux dire on est dans l'agression et après j'ai pensé un peu à la fin du film, j'ai regardé 2-3 analyses et je me suis dit mais est-ce que il l'a pas aussi poussé jusqu'au bout pour en faire évidemment. Mais il le dit expert, tu vois? Mais il le dit, et oui, il tu vois, l'annonce. Et alors est-ce qu'il faut le condamner ça? Quand il raconte son anecdote justement sur je sais plus quel musicien qui devient un génie justement parce qu'il se retrouve dans une situation extrême, il est déjà en train d'annoncer en fait il est en train de justifier sa méthode. Mais son élève ne le voit pas. Il ne le saisit pas et le problème mais c'est légitime de son élève, c'est qu'il est dans une attente de reconnaissance. Sauf que son prof n'est pas là pour lui donner de la reconnaissance, il est là pour dévoiler le génie qui est en lui. Donc oui, quand on veut l'excellence, ça passe souvent par de la souffrance, de l'abnégation et c'est pas forcément beau à voir. Mais il faut que les deux soient d'accord pour ça. Il y a des comédiens et des comédiennes qui veulent juste faire justement une bonne perf, ils veulent faire leur boulot qui est de jouer un rôle, et ils ont pas forcément envie qu'on fasse d'eux de la chair à canon pour répondre aux lubies du réalisateur qui se croit génial, parce qu'en plus il y en a qui se croient géniaux mais qui ne le sont pas avec l'argument oui tu vas voir c'est un grand film, c'est un chef-d'œuvre, on peut aller loin quand même. Bon, en même temps, Georges Mélius disait ça à Conan, à Schwarzenegger, quand il se plaignait que c'était difficile. Bon, bien sûr qu'il y a plein d'anecdotes qui vont dans ton sens,
Ouais. Mais le Difficile, consentement hein. se fait à plusieurs niveaux. C'est-à-dire qu'il y a le consentement dans l'acte. Là, c'est vrai qu'on parle spécifiquement de la nudité d'une scène érotique. Mais il y a le consentement en amont. Et si l'acteur ou l'actrice dit au réal, tu sais quoi, je te suis à 100%. Je te suis à 100%. C'est-à-dire qu'au moment où tu dis action, où tu me diriges, je te suis, je te fais confiance. Je suis prêt à vraiment aller au bout et je suis prêt à aller dans l'inconfort. Là, il y a un consentement. Et dans ce cas-là, c'est une équipe et ils sont OK dans ce cas-là pour explorer, expérimenter et aller dans une perf commune. Par contre, s'il n'y a pas le consentement en amont, bah non, c'est de l'abus de pouvoir. Mais le consentement doit être exprimé à un moment donné, tu vois. Ouais, il doit être validé, mis dans les normes. C'est absolument passionnant. Tu vois, j'en suis même à me poser la question de la scène d'Irréversible, Monica Bellucci, comment elle a fait pour se détacher de son personnage, parce que là aussi, je veux dire, je sais pas à quel point, je crois que c'est un plan séquence de 10 minutes, pour se violer dans le métro. Putain, c'est malade mental, je veux dire. Ouais, mais tu vois, poser la question à elle, mais ce sont pas forcément les scènes les plus violentes visuellement qui sont forcément les plus mal vécues. Attention, on est dans du spectacle. C'est qu'il y a tout ce qu'il y a eu en amont, toute sa complicité. Alors je ne connais pas, hein, mais il y a toute la complicité, la relation, les répétitions aussi. Parce que faire une scène de viol comme une scène érotique, c'est comme une scène de fight, hein. Ça se répète. D'ailleurs, je pourrais te mettre en contact avec des potes qui sont coordinateurs cascade. C'est un travail. Michael Douglas, quand il parlait de Basic Instinct, il racontait que ils avaient fait une chorégraphie avec Sharon Stone. Ils avaient répété. C'est pas bon les gars, on fait la scène d'amour là, allez action, vous improvisez, c'est open bar. C'est un métier. C'est un métier où il y a une conscience du corps. Et donc, et en plus j'ai travaillé avec Gaspard Noé, donc je sais comment il bosse. C'est quelqu'un qui est vraiment, il est très particulier, mais voilà, en tout cas, il est respectueux. Sur quel film? C'était sur un court-métrage dans un collectif qui s'appelait We Fuck Alone. D'accord. Voilà, c'était pour un court-métrage. Mais inversement, il y a des scènes qui peuvent paraître très belles au cinéma, qui vont être un baiser romantique et qui seront très mal vécues par les comédiens parce que justement c'était pas prévu ou parce que la relation entre les comédiens est très mauvaise ou il y avait une mauvaise ambiance sur le plateau. Tu vois, donc c'est attention à pas mélanger en fait ce qu'on voit et puis ce qui se passe en coulisses. Et c'est également vrai pour les films X, c'est-à-dire qu'on peut très bien voir une scène où on se dit oh là là quel pied, ils ont dû s'amuser, puis en fait pas du tout. Elle a eu mal, il avait pas envie, peut-être qu'ils ont des problèmes dans leur vie privée. Et inversement, il y a des scènes qui en apparence paraissent violentes, mais c'était peut-être justement le jeu qui était ou la ligne directrice qui était donnée aux acteurs. C'est bon, là vous êtes employé pour faire une scène qui va être dans cette intensité-là. Ok, très bien, c'est validé. Et à partir de là, ils font leur job et quand ils ont fini de bosser, ils vont bouffer ensemble. C'est passionnant. On va conclure là-dessus sur attention à ce qu'on voit, attention à ce qu'il y a en coulisses, qui sont pas les mêmes choses. Ça vaut ne pour. Ne croyez rien. En gros. Ça me fait penser aux paroles de maître. Ne crois rien, même ce que je dis. Même ce que je dis, remets-le en cause. Exactement. Voilà, c'est mal barré. Non, mais voilà, je pense que la meilleure chose, c'est de garder un œil critique. Et puis de revenir aussi à soi. Moi, comment je me sens par rapport à ça. On n'a peut-être pas toutes les réponses, mais en attendant, essayons de faire confiance aussi à notre ressenti dans une relation, dans une situation, que ce soit au travail, dans la vie intime, par rapport à un ami ou une nouvelle rencontre. Comment je me sens. Essayons aussi de nous reconnecter à ça, en fait, à notre deuxième cerveau là, et à nos tripes, d'écouter aussi un peu ça. Bon, et écoutez le podcast, et pour ça, vous vous abonnez. Voilà. Parce que c'est un épisode passionnant. Je te remercie officiellement, merci Céline, à toi. d'avoir participé. Je vais te poser une toute dernière question qui va aller très vite. Est-ce que tu as...
Bah alors déjà quand tu viens à Bali et puis quand tu viens tu me le dis et puis si t'as le temps on fera un épisode en présentiel, je te montrerai un endroit assez sympa. Et de deux, non, surtout la question c'est est-ce que t'as un bouquin à me recommander? J'ai envie que tu me recommandes alors le bouquin que tu vas sortir en 2024, que tu me dises son titre si tu l'as, et un autre truc que t'as lu récemment. Bon ben dommage, on reste thune, comme on dit. Et un truc que tu as lu récemment ou dans l'année, ou même un livre que tu aimes bien recommander qui pour toi qui est important. Il y a le bouquin que j'ai écrit autour de mon parcours, c'est très narcissique, mais autant que je l'évoque quand même, qui s'appelle Ne dis pas que tu aimes ça. La réédition est parue à la Musardine, version poche, Ne dis pas que tu aimes ça, où je parle beaucoup du rapport au corps, justement. Après, en bouquin, je t'avoue que j'ai lu beaucoup de bouquins universitaires autour du trauma, de l'abus sexuel, de choses pas super joviales, on va dire, donc que je vais pas trop vous recommander. Non, mais je vais recommander un film plutôt. Tu vois, je vais recommander le film que tu as peut-être déjà vu, Her, qui est un film magnifique à Joaquin Phoenix et que j'aime beaucoup recommander. Sur ce questionnement entre qu'est-ce que je préfère, qu'est-ce que je choisirais finalement entre la réalité qui peut être douloureuse et parfois décevante, mais qui a sa saveur, et une fiction parfaite, ultra formatée, mais qui ne reste qu'une illusion. Et puis il y a un autre film aussi, Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait, qui parle très bien des relations amoureuses. Et à chaque fois j'oublie, c'est une honte, le nom du réalisateur qui est français, mais c'est un film vraiment très délicat et qui donne à réfléchir aussi sur la sexualité, les choses qu'on dit, les choses qu'on fait. Ouais, d'accord, ok. Alors lui, je ne l'ai pas vu, je ne le connais pas. De Emmanuel Mouret, avec Emmanuel visiblement Mouret. Vincent Macaigne. Mm-hmm. Ouais, ok. Bon, j'irai jeter un œil. Parfait, 2 bouquins, de ton livre. Et puis en bouquin, La pierre et le sabre, la base, quoi. La pierre et le sabre et La parfaite lumière. Tu les as forcément lus, c'est une évidence. Évidemment, et puis j'en ai entendu parler plein de fois. La pierre et le sabre. Oui, c'est pas très original. J'imagine. Je vais essayer de donner le nom. Non, j'allais donner le nom de l'auteur, mais je vais pas le donner parce qu'il est beaucoup trop compliqué. La pierre et le sabre. Écoute, je vais aller regarder ça. Je te remercie officiellement. Est-ce que un dernier mot à ajouter avant qu'on... Eh bien, merci à toi. Ce fut un plaisir. J'aimais énormément avoir la possibilité de converser de cette manière. Pour les personnes qui ont envie de suivre un peu ce que je fais, j'ai mon site celintran.coach, et puis vous pouvez me suivre sur Instagram, I am Celintran. Écoute, peut-être que je t'inviterai moi-même un jour à mon podcast, parce que je compte en lancer un également, avec des voyages hypnotiques, avec pas mal de conversations aussi, beaucoup autour du corps. Donc voilà, peut-être que ça sera l'occasion de faire un autre type d'échange. Eh ben, ça sera avec plaisir. Je te remercie. Je laisserai le lien de ton site web, dans la description de l'épisode pour ceux qui veulent aller regarder. Et puis, je rappelle à tous ceux qui ont écouté cet épisode que vous êtes les bienvenus. Si vous avez découvert cet épisode, ce podcast via cet épisode, allez regarder un petit peu ce qui se fait dans les épisodes précédents. Au moment que ce podcast existe, qu'on aborde différents thèmes, qu'on essaie de prendre le temps avec les invités pour creuser les sujets, pour essayer de se comprendre. Dans la performance, dans la santé, dans tout ça, tous ces sujets qui me passionnent et qui passionnent beaucoup de monde. Abonnez-vous, laissez des notes, partagez cet épisode si vous avez aimé. Céline reste avec moi encore juste petite 10 secondes. On se dit à la semaine prochaine. Donc prenez soin de vous, attention à ce que vous voyez, faites pas trop les cons. Et puis à lundi 8h pour le prochain épisode du podcast Biomécanique. Merci, ciao.